Hop, parfait. Donc, on va finir ces fameux articles de revue de presse qu'on n'a pas eu le temps de faire la dernière fois. Ce sera peut-être du coup un live un peu plus court que les derniers. Tous ceux qui connaissent ces lives sont en train de ricaner à l'idée de se dire que peut-être ces lives seront un peu plus courts. Je sais pas comment je me suis démerdée avec ma cam pour que vous soyez aussi... Ouais, je ne sais pas. Je ne sais pas comment on est là. Ah, le chat vient de faire une entrée fracassante. Je pense que c'est que l'enfant doit à nouveau faire de la peinture et que ce chat n'aime pas ça, ce que je peux très bien comprendre. C'est pas drôle si le parquet est intact, tout à fait. Donc, du coup, dans les articles qui nous restaient à lire, il y avait ce fameux truc TERF, c'est quoi cette accusation qui divise les féministes. Vous le savez qu'en ce moment, il y a pas mal de dissensions... De dissensions il y a pas mal de frictions entre différents groupes de féministes, notamment depuis que Nous Toutes a fait son fameux communiqué, ou enfin son fameux, je ne sais pas à quel point c'est fameux, ou si c'est juste pour les féministes qui suivent Nous Toutes sur Twitter, et où du coup on voit que ça a fait un gros événement au sein de cette communauté-là, mais c'est pas non plus, enfin voilà, je me doute bien que toutes les féministes sont loin d'être sur Twitter, et je ne sais pas si ça a beaucoup eu d'impact en dehors. Mais toujours est-il que Nous Toutes a fait un communiqué en disant qu'elle ne repartagerait plus le décompte des féminicides qui est fait par féminicide par compagnon ou ex, parce que ces derniers ont eu des propos transphobes. Et du coup, en ce moment, en gros, pour résumer, ça réanime une tension qu'il y a depuis toujours au sein, de toute façon, du féminisme, dans laquelle il y a une partie des personnes qui se... Enfin, une partie petite, j'ose l'espérer, et minoritaire, mais enfin, il y en a tout de même assez pour que ce soit un groupe cohérent, hein, et un groupe qui soit marqué au sein du féminisme. Y a certaines personnes qui se revendiquent féministes et qui estiment que les femmes trans n'ont pas à être dans le féminisme, à être inclus dans le féminisme, voire même que qu'elles n'ont pas à exister. Enfin voilà, vraiment le principe du TERF. TERF, pour ceux qui ne savent pas, du coup, c'est un acronyme qui veut dire Trans Exclusionary Radical Feminism, donc vraiment, ou féminisme, je ne sais jamais si c'est féministe ou féministe, mais toujours est-il que vraiment ce n'est pas... Alors, c'est pour ça qu'on avait un peu râlé déjà hier sur ce titre. C'est quoi cette accusation qui divise les féministes? Ce n'est pas une accusation, hein. C'est pas une insulte. Encore une fois, c'est comme quand les mascus disent hey, sale féministe. Ce n'est pas, c'est pas une insulte en soi. Sale, oui. Féministe, non. Enfin, voilà, c'est un fait. C'est un fait. Voilà, oui, effectivement. Donc la TERF, c'est pareil, une dénomination que ces personnes-là se sont données elles-mêmes, hein. Le fait de, il me semble bien que TERF, ça vient des mouvements TERF justement, pour exprimer ce qu'elles estimaient être leur courant, c'est-à-dire un courant de féminisme radical qui exclut les personnes trans. Voilà. Donc vraiment, on n'est pas du tout sur euh, un gros mot avec plein de guillemets. Vous voyez ce que je veux dire? TERF, c'est vraiment c'est la façon dont elle se revendique. Et voilà. Donc, effectivement, le fait d'être transphobe, ça, par contre, c'est une accusation en soi, de dire c'est de la transphobie. Par contre, TERF, le mot n'est pas une accusation. Le mot est une dénomination voilà, qui représente un groupe au sein du féminisme de personnes qui se revendiquent féministes tout en étant transphobes. En gros. Salut Armando, est-ce qu'on lance un compteur de alors non? Vous pouvez parce que je pense que ça va être assez riche. Salut Louloubou, salut Zodri, salut Watermelon, bonjour, bonne surprise de te voir en live de si bon matin. Bah écoute, oui, moi aussi, je suis contente, c'est pour qu'on finisse avant midi, enfin pour qu'on finisse à midi. Voilà, je voulais quand même faire cette suite parce qu'il y avait des chouettes articles là-dedans et je voulais vraiment qu'on en parle. Pour moi c'est un gros mot mais c'est parce que je suis transmac. Non mais c'est-à-dire que comment dire? C'est un gros mot, tout comme accuser quelqu'un qui est extrême gauche, de lui dire que c'est un facho ou qu'il est d'extrême droite, dans le sens, oui, dans ces cas-là, il y a une espèce d'accusation et de gros mots, enfin de trucs qui est désagréable. Forcément, à recevoir. Mais pour quelqu'un qui est TERF, TERF, ce n'est pas un gros mot,
en soi, voyez-vous. Enfin, voilà, ben oui. Donc, TERF, c'est quoi cette accusation qui divise les féministes? Donc je m'attends à rien de la part de Ouest France, et surtout avec un titre comme ça, je ne vois pas jusqu'où est-ce qu'on peut aller. Du coup, la première partie, avec plein de guillemets de cet article, a été faite jeudi pour la revue de presse qui a eu lieu jeudi à midi. Donc du coup, on avait vu justement tout ce passage-là avec nous toutes, où il y avait eu des tensions et des frictions très fortes entre les TERF, du coup, et nous toutes, qui a décidé de ne plus partager le décompte, du coup, de féminicide par compagnon ou ex qui a tenu des propos transphobes. Il y a eu une accusation très forte, voilà, un énorme engouement autour, en tout cas sur les féministes de Twitter, ça c'est sûr. Donc je vous encourage vraiment à aller voir la revue de presse de ce jeudi, qui du coup va sortir bientôt sur la chaîne secondaire. Voilà, pour ceux qui ne sont pas abonnés, du coup, vous pourrez la voir d'ici quelques jours sur la chaîne secondaire. Mais voilà, on a déjà fait la première partie, entre guillemets, de tout ça, où on a expliqué ce qui a renouvelé la communication autour des tensions potentielles au sein du féminisme entre les TERF et les autres. Je dis tension potentielle parce qu'il y a énormément de féministes qui ne considèrent pas réellement les TERF comme féministes. Donc, est-ce qu'on peut... Enfin, si vous voulez, la transphobie, tout comme l'homophobie, tout comme le racisme, tout comme tout ce genre de choses-là, est-ce qu'on peut vraiment considérer ça comme une opinion? Vraiment, je me pose la question sur est-ce qu'on peut considérer ça comme une opinion réelle et argumentée à partir du moment où il y a phobie derrière, c'est quand même le gros de l'essence de cette émotion-là, parce que de cette opinion-là, si vous voulez, mais c'est quand même beaucoup plus de l'émotionnel, c'est de la haine, c'est de la peur, c'est un rejet extrêmement fort. Et du coup, est-ce qu'on peut vraiment appeler ça une opinion? Voilà, c'est la vraie question, parce que il n'y a rien de scientifique, il n'y a rien de concret qui vient étayer une phobie, autre que, bah oui, la haine, la peur, ce genre de choses-là. Donc, bon, qui divise les féministes, oui et non. Certaines féministes vous diront probablement que non, c'est pas les féministes qui sont divisées, c'est les féministes qui sont contre les TERF, et certains et certaines d'ailleurs vous diront que l'exact inverse, si eux ou elles-mêmes sont TERF, hein, d'ailleurs. Donc j'arrive, ça parle de transphobie, intéressant. Oui, bah écoute, c'est le premier article voilà, qu'on fait là tout de suite. Ah bah ça me va parler de transmiso plus que de transphobie pure. Ça va parler de transmiso plus que de transphobie pure et dure. Oui, oui. J'ai toujours du mal avec les TERF. La première fois que j'en ai entendu parler, j'étais en mode, c'est un point de vue, mais finalement, ça part en transphobie vraiment vénère, vraiment, et les collusions avec les réacts aussi. Ouais, non, mais oui, c'est vraiment c'est un courant qui est très, très violent, et qui est très violent envers toute une catégorie de gens. Donc, est-ce qu'on peut vraiment... Enfin, bon, je sais pas. Écoutez, voilà, on va lire l'article. Au sein des mouvements féministes, un courant divise, particulièrement en ce début d'année 2022, après la prise de position du collectif Nous Toutes. Bon, mine de rien, pour que Ouest France, qui n'est pas un journal particulièrement politique féministe, en parle, c'est que effectivement, ça doit avoir un peu dépassé les frontières de Twitter. Certaines militantes qui estiment que leur lutte ne doit pas inclure les personnes transgenres sont qualifiées de TERF. Explication. Alors, encore une fois, le premier... Alors, non. Salut Tourquinet. Encore une fois, les militantes qui estiment que leur lutte ne doit pas inclure les personnes transgenres ne sont pas qualifiées de TERF, elles se qualifient de TERF. Historiquement, elles se qualifient de TERF. Donc, bon. Mercredi 5 janvier, le collectif féministe Nous Toutes a annoncé sur son compte Twitter la suspension du relais du décompte des féminicides conjugaux. Alors, non. Deuxième alors non. Ils n'ont pas annoncé la suspension du relais du décompte des féminicides conjugaux. Point. Elles ont annoncé sur leur compte Twitter la suspension du relais du décompte des féminicides conjugaux, parce que jusque-là, ils les prenaient de féminicide par conjoint ou ex, et que cette organisation-là, ce collectif-là, ayant eu des propos extrêmement transphobes, en plus de plein d'autres choses que je vous encourage à aller voir jeudi,
enfin jeudi, que je vous encourage à aller voir dans ce qu'on a dit jeudi. Attention, hein, du coup, gros trigger warning sur ce live qu'on a fait jeudi à midi. J'y raconte une histoire vraiment assez tragique, donc attention, voilà. Bref, donc du coup, il y a eu pas mal de choses en plus de ça, mais effectivement, il y a eu des propos transphobes. Du coup, elles arrêtent de relayer ce décompte-là parce qu'elles ne sont plus en accord avec l'organisation qui organise ce décompte-là. C'est quand même assez différent. Juste après, toute la suite du thread, c'est pour dire que justement, elle cherche un nouveau moyen maintenant de décompter ces féminicides et qu'elle ne compte pas invisibiliser le décompte de ces féminicides. Donc, on est quand même sur quelque chose d'assez différent de « Ah bah voilà, bah nous toutes, elles arrêtent de décompter les féminicides conjugaux, tout ça pour des propos transphobes ou je sais pas quoi, bah super. » Voilà, on est quand même assez loin de ça. Oui, je sais, le gauchiste. Salut, le gauchiste. Il devait être à 11 h, mais il faut qu'il soit terminé à midi, donc voilà. J'ai pris un peu les devants. Mais bonjour à toi, ça fait plaisir de te voir là. Il pointe le collectif féminicide par compagnon ou ex qui réalise ce décompte et qui l'accuse d'avoir tenu des propos transphobes le 3 janvier. Nous considérons que nous ne pouvons pas nous appuyer sur un collectif qui affiche des positions contraires à nos valeurs, explique-nous toutes. Jusque-là, voilà. Pas de souci. Cet événement illustre l'un des débats qui animent les mouvements féministes. Certains se revendiquent ou sont accusés d'être TERF pour Trans Exclusionary Radical Feminist, autrement dit féministe radicale, qui exclut les personnes transgenres de sa lutte, estimant qu'elles invisibilisent les femmes. Qu'elles invisibilisent les femmes cisgenres, du coup. Hein. Parce que les TERF, se concentre, c'est le principe, sur les femmes cisgenres et estime qu'il n'y a qu'elles qui doivent être mises en avant. Voilà. Mais en soi, quand on dit les femmes, notamment dans le féminisme, ça inclut les femmes trans. C'est les femmes si c'est trans. Donc ça, c'est particulièrement transphobe, par exemple, de dire qui exclut les personnes transgenres de sa lutte, estimant qu'elles invisibilisent les femmes. Non, estimant qu'elles invisibilisent les femmes cisgenres. Donc ça, c'est transphobe en soi. Je pense que cet enfant n'est pas content du tout qu'on lui change sa couche. Je suis désolée, vous allez peut-être entendre un peu de râlage. Un délit puni par la loi. En gros, pour des hommes à perruque, je suis désolée, c'est le matin. Je vais le refaire. C'est parce que c'est les propos transphobes, ça n'arrive pas à sortir. En gros, pour des hommes à perruque, vous invisibilisez encore une fois les femmes, réagit une internaute après l'annonce de Nous Toutes. Voilà, donc ça c'est de la transphobie pure et dure, hein, vraiment. Des hommes à perruque pour des femmes trans, c'est terrible. Hein. Les femmes trans ne sont pas des hommes à perruque, ce sont des femmes que vous invisibilisez au quotidien, lui répond un internaute s'adressant au TERF. Oui. Déjà, Nous Toutes n'a pas fait l'effort de décaler une grosse manif féministe le jour du Trans Day of Remembrance, enfin à Paris du moins. Oui, effectivement, il faut préciser ça aussi, c'est que effectivement, Nous Toutes ait déjà été jusque-là pas forcément très bien vu dans... globalement, dans sa relation avec les personnes trans, parce que la grosse manif féministe qui regroupe en plus, parce que Nous Toutes c'est une des plus grosses organisations féministes, un des plus gros collectifs féministes en France, donc du coup le jour principal de manifestation qu'elles ont décidé, ça tombe sur le Trans Day of Remembrance. Et le Trans Day of Remembrance, c'est un jour qui est important pour les trans, parce que c'est le jour de la mémoire trans, en gros, où vraiment il y a une émotion extrêmement puissante et un besoin très fort d'avoir ce jour mondial sur lequel les personnes trans et les autres d'ailleurs peuvent se recueillir sur la mémoire et se souvenir de ces personnes qui sont mortes à cause de la transphobie. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement important et Nous Toutes a organisé sa marche le même jour, et ça fait 2 ans, il me semble. Et donc, du coup, de façon nationale. Alors, effectivement, comme tu le dis, Audrey, il y a certains groupes dépendants de Nous Toutes qui ont accepté de décaler leur marche, mais Nous Toutes, en soi, le collectif, a décidé que ce serait ce jour-là, et c'est tout, et voilà. Donc, je pense que il y a eu aussi un changement dans Nous Toutes, c'est-à-dire qu'il y a eu un changement de bureau, notamment. Donc il y a eu un changement d'organe de décision, je pense vraiment. Et on voit qu'il y a un tournant qui est en train d'être pris vers une plus grande inclusion de tous et de toutes, et je trouve que c'est plutôt une bonne idée, et que c'est bien que ça commence par là.
Mais effectivement, il faut voir si du coup le Trans Day of Remembrance va être suivi également ensuite, c'est-à-dire qu'il va y avoir un respect pour cette date-là qui est très importante pour une bonne partie des personnes qui sont féministes aussi. Et c'est important de respecter ça. Salut Violette. Des hommes à perruque, les nobles et les bourgeois du 18e, que vient-il faire là? Peut-être, totalement, mais ça sert pas à grand chose de le repréciser. Elles ont bien réagi sur ce point et surtout, on peut pas se permettre de faire la fine bouche en tant que meuf trans. Bah, disons que, voilà, il y a eu des changements dans le bureau. C'est bien de le repréciser, je pense quand même, qu'il y a eu un passé, de tout ce que vous voulez, qui n'est pas forcément très clair et très net à ce niveau-là. Justement pour faire ressortir le fait que c'est une vraie prise de position et que ce changement de bureau peut amener une vraie prise de position dans ce style-là. Ça, c'est plutôt positif. Enfin, moi, je trouve que c'est plutôt positif. La lutte contre la transphobie fait partie intégrante du féminisme car elle découle d'une société patriarcale qui établit des normes et des hiérarchies de genre. Par ailleurs, nous rappelons que la transphobie n'est pas une opinion, mais un délit puni par la loi, explique-nous toutes. Certaines féministes craignent que les femmes transgenres n'aient pas été recensées dans le décompte réalisé par féminicide par compagnon ou ex. Une accusation dont se défend le collectif. Selon lui, aucune femme trans n'a été tuée par son conjoint ou son ex en France depuis le début de ce décompte. Les débats sur le transactivisme cristallisent toute l'attention. Transactivisme, c'est pas forcément une très très bonne façon d'appeler le truc, parce que c'est très souvent plutôt un mot qui est utilisé par les TERF. Enfin, je vous dis de temps en temps, je vous fais des petits points vocabulaire au cas où, mais voilà. Et ouais, juste homme à perruque, c'est tellement violent pour les meufs trans, je trouve. Ah non, mais oui. Non, mais c'est terrible, meuf. Enfin, le fait d'avoir le côté homme à perruque, c'est. Enfin. Oui. Oui. Marguerite Stern, ex-féministe et figure des TERF en France. Ex-féministe, j'ai dit. Putain, je suis désolée. Je crois que j'ai eu un. C'est ce qu'on appelle. Ouais, je pense que c'est révélateur. C'est un lapsus révélateur. Je suis désolée. Je reprends. Marguerite Stern, ex-fémène, et figure des TERF en France, avance également cet argument. Dans un thread écrit en 2020 et toujours épinglé sur son compte Twitter, elle explique notamment trouver que le débat sur le transactivisme prenne de plus en plus de place dans le féminisme et cristallise même toute l'attention. Elle ajoute « J'interprète ça comme une nouvelle tentative masculine pour empêcher les femmes de s'exprimer ». Bon, là, à nouveau, bon, il faut voir ça en dehors de toute l'émotion que énormément de personnes peuvent ressentir face à ça. Effectivement, et je le comprends très bien, pour voir ça de façon plus historique, c'est-à-dire que des personnes comme ça qui ont dit « Eh, mais oh, faut pas parler d'autre chose, vous vous rendez compte, on parle plus de ce qu'on dit nous », c'est quelque chose qui a toujours existé dans tous les mouvements, et notamment dans le féminisme, quand il y a des personnes racisées qui ont commencé à parler, et qui ont commencé à dire « Eh, vous trouvez pas que le féminisme... » J'en avais déjà parlé jeudi, hein, mais elles ont commencé à dire « Eh, vous trouvez pas que quand même le féminisme, c'est souvent un truc de femmes blanches ?» Non, vous trouvez pas que ça s'applique surtout aux femmes blanches et que des personnes qui ont des problématiques un peu différentes de la vôtre, elles se retrouvent peu ou pas dans votre féminisme. Vous n'avez pas l'impression que vous vous battez que pour votre propre communauté, en fait. Voilà, ça, ce truc-là, quand des femmes racisées ont commencé à dire ce genre de choses-là, il y a eu tout un tas de femmes blanches qui ont commencé à dire « Non mais attendez, c'est complètement autre chose, vous pouvez... Nous, on se bat pour nous, vous avez qu'à vous battre pour les trucs en plus, s'il y a des trucs en plus avec lesquels vous voulez vous battre, mais franchement, il faut pas trop disperser le débat. Déjà qu'on a du mal avec ça, franchement, voilà, ne dispersons pas trop le débat, on va se disperser. » Or, on a bien vu que inclure des personnes dans la lutte, c'est juste avoir plus de voix dans la lutte, c'est juste permettre à tout le monde de se sentir plus confortable aussi dans un militantisme, et en réalité, il n'y a pas d'invisibilisation des femmes cis parce que les femmes trans prennent la parole. Il n'y a jamais eu d'invisibilisation. Quand les luttes, avec plein de guillemets, féministes et LGBTQI+, ont commencé à vraiment se rapprocher et trouver des entremêlements très très clairs et très politiques entre elles, il n'y a pas eu d'invisibilisation des femmes hétéro. Enfin, voilà, il y a quelque chose... il y a quelque chose très violent, mais très naturel, je pense avec plein de guillemets sur le naturel, dans le côté « Hey, arrêtez de parler avec nous !» Parce que moi, avant, déjà, j'ai pas beaucoup la parole, alors si en plus, il y a quelqu'un d'autre qui prend la parole à côté de moi, et ben du coup, je parle moins. Oui, mais il faut voir que cette personne qui prend la parole avec toi, elle a des choses à dire très importantes qui vont aussi dans ton sens. Je pense qu'il y a une espèce d'effet réaction assez naturel de « Je n'ai pas envie qu'on parle
avec moi et à côté de moi parce que j'aurais l'impression d'avoir moins de temps de parole et du coup on va être plus nombreuses et plus nombreux à parler. C'est vraiment, je pense que c'est une crainte qui est assez naturelle dans les luttes pour plein de personnes qui sont très attachées à leur parole et à leur temps de parole personnel. Mais c'est stupide encore une fois parce que ben voilà par exemple féminisme pardon pour ne citer que lui a amené énormément, a apporté beaucoup aux féministes. Des personnes qui se revendiquent afroféministes ont apporté des textes qui sont aujourd'hui très fondamentaux dans le féminisme, qui ont apporté des recherches qui aujourd'hui, pareil, font partie du corpus féministe avec plein de guillemets, parce que quand on dit féministe, vous savez que voilà, on dit féminisme, mais c'est un courant qui est beaucoup plus vaste que ça et qui est très protéiforme. Donc voilà, on dit féminisme, mais on devrait dire les féminismes. Mais il y a des textes qui sont encore des bases sur énormément pour énormément de groupes féministes, on va dire. Donc c'est une peur qui n'est pas justifiée, vraiment pas. Je suis pas complètement d'accord, faut pas oublier, porter cette critique, ça permet à l'orga de prendre conscience de ses biais, la critique est importante, ça fait partie de la lutte. Bien d'accord, j'avais donné l'exemple des femmes racisées, mais oui, parce qu'il vient automatiquement, cet exemple. Mais arrêtez d'invisibiliser les trans, non, les trans commencent à avoir une parole et elles ne prennent pas la parole des féministes cis-femmes. Mais oui, c'est ça, c'est ça. C'est pas parce qu'il y a plus de personnes qui parlent qu'on peut moins parler. Alors qu'au fond, il n'y a que des êtres humains sur cette foutue planète bleue. Oui, on peut voir ça aussi comme ça. Pardon, c'est un sujet qui m'agace, mais non, mais je comprends. Je comprends. Bonjour, hein, Barbara, salut Filigrim, salut Cuthbert. Mais oui, voilà, c'est une peur qui est sûrement justifiable, on va explicable, voilà, mais pas justifiable, c'est plus ça. S'il prend de l'ampleur en ce début d'année 2022, le débat n'est pas nouveau au sein des mouvements féministes. Au niveau international, J.K. Rowling, l'auteur des... Alors déjà, voilà, là, déjà, c'est un peu mieux écrit, vous voyez. S'il prend de l'ampleur en ce début d'année 2022, le débat n'est pas nouveau au sein des mouvements féministes. Bon, il y a quand même un peu d'effort. Au niveau international, J.K. Rowling, l'auteur des romans Harry Potter, crée déjà la polémique sur le sujet en 2019, en affichant son soutien à une femme licenciée pour avoir tenu des propos transphobes. Accusée d'être transphobe, J.K. Rowling est très vite qualifiée de TERF, faisant d'elle l'une des figures mondiales de cette branche du féminisme. De son côté, Nous Toutes, après s'être détournée du décompte de féminicides par compagnon ou ex, a annoncé être à la recherche d'une autre manière de visibiliser l'ensemble des féminicides. Oui, donc du coup, quand même, ça conclut sur un truc beaucoup moins violent que ce qu'ils avaient mis au début, là. Bon, que dire sur le côté TERF? Je pense qu'il faut arrêter de prendre ça comme une accusation. Je pense vraiment qu'il faut arrêter de prendre ça comme une accusation. Ce n'est pas une accusation, c'est une description d'un mouvement féministe. Vraiment, voilà. Et voilà. Et c'est tout. Et il faut arrêter de prendre ça comme « Ah là là, c'est une accusation, c'est hyper violent ». Oui, c'est très violent si on qualifie de TERF quelqu'un qui ne l'est absolument pas. Les personnes qui sont qualifiées de TERF, en règle générale, quand même, le sont, voire même se revendiquent comme ça. Donc, bon, Jean-Marc Richter, entre autres, ce n'est pas une insulte du tout. Et quand on est transphobe et qu'on tient des propos transphobes, eh ben c'est la moindre des choses d'assumer sa transphobie, par exemple, et de se mettre à un moment ou à un autre, se mettre devant sa transphobie. Oui, effectivement, ça doit faire un peu mal, mais c'est une réalité. Moi, dans ma tête, les TERF, c'était finito, cancel, lol. Maintenant, j'ai l'impression que depuis que je fréquente un peu plus des milieux trans, ben, c'est toujours assez courant. Oui, oui. Oui, les TERF, c'est toujours très courant. En tant que fan d'Harry Potter, ça me déchire le cœur que son autrice soit une horrible TERF. Alors moi, j'ai eu la chance, avec plein de guillemets, de ne pas du tout être fan d'Harry Potter. J'ai pas du tout été saisie par la furie Harry Potter au moment où il y a eu. Du coup, j'ai pas de vraies grosses déceptions autour de ça. Mais je ne peux qu'imaginer, vraiment, j'ai des amis notamment qui étaient tellement à fond là-dedans. Je ne peux qu'imaginer à quel point ça leur a fait mal. Vraiment, parce que c'était quelque chose qui était quasiment fondamental dans leur pop culture adolescente ou d'enfance et de jeunes adultes, même pour certains et certaines. Et du coup, je ne peux qu'imaginer à quel point ça peut faire mal. Après, c'est peut-être Enfin, il y a tellement eu de flamboiement intellectuel, artistique, créatif autour d'Harry Potter et de cet univers-là, que je pense il y a de quoi nourrir énormément de fans en dehors même de J.K. Rowling finalement. Je pense que l'univers et l'histoire a un peu échappé à son autrice et qu'il y a maintenant énormément de créateurs et de créatrices qui font d'autres choses autour de cet univers-là. Encore une fois, je ne suis pas spécialiste parce que bah voilà, vraiment, j'ai pas été prise dedans de base.
Mais j'ai une connaissance qui avait regretté beaucoup un tatouage qu'elle s'était fait, et qui était un tatouage Harry Potter, voilà. Bon, je peux comprendre que ça a été une déception immense, vraiment immense. Je le comprends. TERF, c'est descriptif, tout à fait. Salut Vio Blake. Partant du principe qu'il s'agit de gens qui sont violents dans leurs propos, voire pire, à quel moment où on a quelque chose à carrer qu'ils trouvent cette appellation violente. Ça, c'est un vrai truc notamment sur la violence au sein de la lutte féministe. Et ça, c'est un vrai truc de se dire, est-ce qu'on a le droit de répondre par la violence à la violence? C'est un débat qu'on a souvent ici, et c'est intéressant comme débat. J'aurais dû dire horrible transphobe pour être plus juste. Est-ce que je peux vous partager un tweet drôle sur le sujet? Oui. Moi, je pense que oui. Salut Milady. Ce qui m'embête avec J.K. Rowling, c'est que son livre de Noël me tentait. Alors, j'ai même pas vu qu'il y a eu un livre de Noël. Au moins, avec Berserk, l'auteur est enterré. Alors, je ne savais pas qu'il y avait eu un... Attendez. Hop, I Can't Breathe. Terfani. When people say unfollowing because I'm a gynecologist who support trans rights, it's not about Terfani. No need to announce that departure. Oui, oui. C'est drôle, c'est drôle. Oui. Avez-vous vu la dernière... Non, mais ça c'est Moobot, donc il faut que j'arrête de lire les trucs de Moobot. Terfani, oui, c'est drôle. Terfani, c'est mignon, c'est vraiment mignon, Terfani. Kikou, j'ai attrapé le live au vol, mais je suis pas sûre de pouvoir rester, faudrait que je me douche quand même, je comprends ça. Je comprends ça. Donc, bref, voilà, on a eu notre petit passage voilà, sur les TERF. Encore une fois, je le répète, pour moi... Merci beaucoup, Kika, et ton 7e mois d'abonnement. Merci beaucoup pour ces 7 mois ensemble. Oui, encore une fois, TERF, ce n'est pas une accusation, c'est une description. C'est très descriptif, TERF. Et pour avoir, du coup, l'histoire avec nous toutes et... féminicide par compagnon ou ex, je vous encourage à aller voir le live de jeudi. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, qui sont abonnés, vous savez que vous pouvez le voir directement. Pour ceux qui ne l'ont pas vu et qui ne sont pas abonnés, ne vous inquiétez pas, il va arriver sur la chaîne secondaire sur YouTube assez rapidement et vous pourrez le regarder. Check News, don du sang, fin de la période d'abstinence pour les homosexuels. Depuis la loi bioéthique promulguée en août, le Code de la santé publique indique que les critères de sélection des donneurs ne peuvent pas être différents selon le sexe de leur partenaire sexuel. Le décret ministériel doit être signé ce mercredi 12 janvier pour une entrée en vigueur le 16 mars. Un droit qui s'est fait attendre. En juin 2021, dans le cadre des débats sur le projet de loi bioéthique, l'Assemblée nationale avait accepté de lever la période d'abstinence de 4 mois demandée aux homosexuels pour pouvoir donner leur sang. Alors, je ne sais pas si vous êtes tous au courant de ce truc-là. Effectivement, jusqu'à il y a un certain temps, si vous étiez, il y avait dans les questions, je ne sais pas si vous avez déjà donné votre sang, dans les questions pour donner son sang, il y a tout un questionnaire. Dans le questionnaire, il y a est-ce que vous avez été transfusé avant une certaine période? Combien est-ce que vous pesez? Est-ce que vous avez eu tel ou tel ou tel ou tel comportement à risque? Et dans les trucs à risque, on te demandait notamment si tu étais homosexuel, en sachant que donc c'était que pour les hommes cis, bien évidemment. Donc si tu es homme cis homosexuel, eh bien tu avais un délai à respecter d'abstinence complète pour pouvoir donner ton sang. Et ce, même si tu étais avec la même personne depuis 25 ans et que tu n'avais aucune histoire à côté. Merci beaucoup, Faeria, pour ton 5e mois. Merci. Alors du coup, le train de la hype approche. Voilà, je vous le dis, vous avez 2 minutes 40 pour remplir le train de la hype. Vous n'êtes pas obligé. Hein, voilà. La violence intramilitante pose parfois une question qui est celle de la place de la nuance. Je sais que pour les transactivistes, leur combat est parfois une question de survie. Donc je comprends cette violence. Oui, sur la violence... alors, je ne sais pas transactiviste si c'est un très bon terme. Hein. Il vaut mieux dire les militants trans, je pense. Mais après, bon, je ne suis pas concernée, donc je ne sais pas. Mais il m'a semblé comprendre que transactivisme, c'était de plus en plus un mot qui était complètement utilisé plus par les TERF que par les trans et les militantes et militants trans eux-mêmes. Mais oui, on est d'accord sur les débats sur la violence. C'est des vrais débats qui ont lieu sur la notion, on va dire, de violence justifiée, de légitime défense aussi. C'est très intéressant, les débats sur la violence militante
militante. Oui, oui. Je sais pas pourquoi j'allais dire la violence militantiste. Non, non, il y a un mot qui est fait pour, qui s'appelle militante. Bonjour, je viens de découvrir ta chaîne YouTube et Twitch. Je viens donc faire un petit coucou. Eh bien, merci beaucoup à Elisna. Je suis désolée, c'est le matin, donc je bafouille. Merci beaucoup à Elisna. J'espère que, eh bien, que tu apprécies le package. Ils n'ont jamais dit comment ils vérifiaient l'abstinence. Contrôleur de chasteté, ça existe ça. Mais oui, alors d'autant plus que ben chou les Ilisardes. Non non mais il y a pas de souci, France. Enfin tu peux. Enfin on est là pour parler et c'est pas grave du tout de pas utiliser les bons termes. Hein, vraiment pas. Voilà, on parle donc tout va bien. On ne peut pas être parfait et parfaite tout le temps sur tous les points. On a très bien compris ce que tu voulais dire par là. Donc voilà, il y a pas de souci. Oui, bien évidemment que personne ne vérifie l'abstinence. Il n'y a pas de contrôleur d'abstinence, il n'y a pas de test à passer, de détecteur de mensonges pour savoir si tu es vraiment abstinent. Donc moi, j'ai énormément de potes qui allaient donner leur sang et qui disaient « Oh, merci beaucoup. Oh là là, vous avez déclenché le train de live. Vous êtes fabuleux. Merci beaucoup, 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 Filigrime. Merci 1000 fois. Ce délai d'abstinence avait été réduit à 1 an puis à 4 mois, sachant qu'avant c'était carrément no way total, il me semble, mais ça reste absurde et empreint d'homophobie justifiée par des arguments pseudo-scientifiques. Merci beaucoup, 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 Filigrime. Et oui, Cuthbert, effectivement. Alors c'est marqué 94%, d'accord, donc vous pouvez donner des bits ou ou offrir des abonnements ou prendre vous-même des abonnements ou lâcher votre Prime si vous avez Amazon Prime parce que du coup nous sommes à 94% en train de live, tout ça, tout ça. Voilà. Mais oui, c'était complètement homophobe en soi, parce que, encore une fois, c'est ce que je disais du coup tout à l'heure, il y a énormément de potes à moi qui sont gays et qui mentaient éhontément pour pouvoir donner leur sang. Parce qu'en plus de ça, de toute façon, attention, votre sang, il est analysé avant d'être donné à quelqu'un. Hein. Voilà, il y a eu des affaires de sang contaminé, de machin, il y a quelques temps déjà. Mais du coup, maintenant, il est analysé, le sang. Donc, dans tous les cas, dire « Non, mais vous êtes homo, ça va être hyper chiant parce que du coup, vous avez forcément le sida. » Il y avait un peu ce côté-là, hein, il fut un temps. C'était complètement homophobe et c'était plus du tout justifié par rien, en fait. Pourquoi est-ce que un homme cis homosexuel aurait plus de risques d'avoir des maladies dans son sang que une femme hétéro? Enfin, voilà, ça semblait complètement... Merci beaucoup, beaucoup Anonymous Cheerer pour tes 100 bits, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est la hype, wouh, merci. Mais oui, voilà, donc du coup, c'était stupide. C'était stupide. Et même le fait de réduire, encore une fois, le fait de réduire, oui, d'accord, mais le fait est que de toute façon, le sang est testé avant. Donc... Le train des féministes entre en gare, c'est ça. Oui, mon homme va enfin réessayer de donner son sang grâce à cette nouvelle. Il avait été banni il y a 10 ans à cause d'une vieille relation homo. C'est vrai? C'est fou. Oui, surtout qu'ils disaient gna 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 la science. La science, ce qu'elle dit, c'est non protégé égale risque. Après, oui, les stats disaient plus d'occurrences chez les gays, mais ça, c'est autre chose, en fait. Non, mais complètement. Complètement. J'avais entendu que de toute façon, les tests pour les MST étaient faits systématiquement pour la simple raison que la personne ne pouvait pas être sûre à 100% de la fidélité du ou de la partenaire. Mais oui, complètement, complètement. Oui, très clairement, on est sur une loi vieille, homophobe et injustifiée. Oui, c'est ça. Il y a une toubib qui insiste bien sur cette question, là où je vais donner mon sang, on sent l'idéologie. Le train féministe en direction de la galaxie féministe va arriver en gare. C'est ça, c'est un train, là, c'est la galaxie féministe chère à Marianne. Au journal Marianne, hein, pas à Marianne globalement. Attention, une comète transactiviste risque d'entraîner du retard. Là, on n'en sait rien. Là, vraiment, c'est une aventure. Le féminisme, une aventure spatiale, visiblement, d'après le magazine Marianne. Le journal Marianne. J'ai dit le magazine, pareil, c'était... un côté un peu vieux magazine. Mais oui, complètement. Il était temps que ça change ce truc-là parce que personne ne comprenait ça, vraiment. Personne. Où est-ce qu'on en était ? On en était là. L'article de Tétu, félicitant cette avancée, mentionnait une entrée en vigueur pour le 1er janvier 2022, selon la date donnée par le ministère de la Santé. Une information reprise notamment par Libération. Vous nous avez demandé si cette disposition a bien été mise en place en ce début d'année. Le ministère indique ce mardi que l'arrêté ministériel nécessaire à l'application de la mesure sera signé mercredi 12 janvier pour une entrée effective à partir du 16 mars. L'amorce de cette réforme date de la loi de modernisation de notre système de santé de 2016, qui a introduit un article 1211.6.1
dans le 1211-6.1, oui c'est ça, dans le Code de la santé publique. Article qui mentionne que nul ne peut être exclu du don du sang en raison de son orientation sexuelle, d'autant plus qu'il manque énormément de sang en ce moment, donc voilà. Cependant, les critères de sélection des donneurs sont fixés par un arrêté, dont la dernière version datait de décembre 2019, et dans lequel les conditions pour les hommes homo et bi étaient différentes de celles pour les femmes et les hommes hétéros. Dans l'annexe 2, est en effet indiqué que les hommes ayant eu un ou des rapports sexuels avec un autre homme ne sont éligibles que 4 mois après les dits rapports. Cela excluait les hommes en couple exclusif avec un autre homme. En comparaison, les hétérosexuels ne devaient observer cette période d'abstinence que s'ils avaient eu des rapports avec plusieurs partenaires. Les femmes lesbiennes n'étaient pas mentionnées. Lors des débats sur la loi relative à la bioéthique, 2 amendements, numéro 510 et numéro 873, ont été proposés et adoptés par la commission de l'Assemblée nationale en deuxième lecture du texte, le 1er juillet 2020. En résultait un article 7 bis de la loi bioéthique qui complétait l'article 1211-6.1 du Code de la santé publique, en ajoutant une phrase « Les critères de sélection du donneur ne peuvent être fondés sur le sexe du ou des partenaires avec lesquels il aurait entretenu des relations sexuelles ». Oui, c'est testé automatiquement. On m'a annoncé il y a 9 ans que j'étais séropositif alors que mon sang ne réagissait juste pas correctement au test. Wow! La violence du truc, ça doit être... Mais la vache, tu as dû tellement être paniqué de ouf. Pouah, je suis désolée qu'il te soit arrivé ça, Elise. Jesus 2016, faut pas être pressé pour donner son sang. Ouais, depuis 2016. C'est fou. Salut Tandori, ça fait longtemps que je t'avais pas vu là, non? Je suis contente que tu sois là. Comme le montre ce tableau retraçant l'évolution du texte, le gouvernement avait proposé aux députés une formulation de l'article 7 bis en 3 phrases, en faisant disparaître la mention de relations sexuelles. Les critères de sélection des donneurs de sang sont définis par arrêté du ministre chargé de la Santé, pris après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, ANSM. Ils ne peuvent pas être fondés sur aucune différence de traitement non justifiée par la nécessité de protéger le donneur ou le receveur. Les critères sont régulièrement révisés pour tenir compte notamment de l'évolution des connaissances, des dispositifs de sécurisation et des risques sanitaires. La volonté affichée de cet amendement numéro 2279, proposé le 23 juillet 2020, réaffirmait la compétence du ministre chargé de la Santé pour fixer les critères de sélection. Alors, en sachant que finalement, moi je sais que par exemple je peux pas donner mon sang non plus parce que j'ai été transfusée avant 94, je crois que c'est ça, ou avant 92. Je me demande si c'est pas avant 92. Mais moi j'ai été transfusée avant 92 puisque j'ai été transfusée à ma naissance et ça tombait pendant la période du sang contaminé, etc. Je crois que c'est pour ça qu'il n'y a pas le droit, voilà. Et il me semble que c'est en train d'être révisé aussi ce truc-là. Probablement parce que... oh chouette, vous avez reçu une émoticône du train de la hype. Merci beaucoup à tous et à toutes, à tous ceux qui ont participé au train de la hype, merci beaucoup. Il me semble que ça est en train d'être révisé aussi ce truc-là, je crois. Oui, j'ai mis 3 ans avant d'avoir une vraie explication, mais j'étais à l'époque lycéenne. C'est bien connu que les jeunes ne font pas attention. Ça a dû te faire très peur quand même. Et puis comme dirait Dr House, everybody lies, donc de base, on ne prend pas le risque de transfuser du sang sur simple t'inquiète du donneur. Évidemment que quoi qu'il arrive, le sang est testé avant, bien évidemment. Oui, j'ai été malade pendant plus d'1 mois, désolée de pas être venue, mais non, mais t'excuses pas, c'est juste que ça fait plaisir de te voir là, ça fait très plaisir. Et j'espère que ça va mieux, du coup, et que tu t'es remise. Bonne fin de stream, bonne lecture et bonne discussion à tous, toutes. Merci à toi, France. Bonne journée à toi. 1 an plus tard, un nouvel amendement du gouvernement adopté le 9 juin 2021 a réintroduit la notion d'égalité entre les différentes orientations sexuelles. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture précisait donc que les critères de sélection des donneurs ne peuvent être fondés sur aucune différence de traitement, notamment en ce qui concerne le sexe des partenaires avec lesquels les donneurs auraient entretenu des relations sexuelles, non justifiées par la nécessité de protéger le donneur ou le receveur. Alors en plus, vraiment... Peut-être que là, pour le coup, on n'insiste pas assez sur le fait que c'est pas le genre des partenaires qui était mis en cause, mais le sexe des partenaires. C'est-à-dire qu'apparemment, à partir du moment où il y avait 2 pénis qui étaient concernés, eh bien, ça rentrait dans le cadre de non, désolé, il faut une période d'abstinence. Parce que à partir du moment où il y avait un des 2 partenaires ou les 2 qui avaient une vulve, quel que soit le genre du partenaire, ça passe. C'est ça, en gros, en vrai. C'était ça, le truc. Il me semble bien. Parce que je ne suis pas certaine que... je ne sais pas. D'ailleurs, je ne sais pas s'il y a des hommes trans parmi vous qui sont homosexuels et qui ont été refoulés d'un don du sang. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous. Mais il me semble que vraiment, c'était une histoire de...
deux pénis ensemble, oulala, c'est dangereux. Il me semble bien qu'à partir du moment où il y avait une vulve quelque part, ça va, c'est bon, ça annule, ce qui est complètement idiot. Encore une fois, complètement idiot. Par exemple, c'était censé être aussi le cas, en gros, à partir du moment où un homme cis bi avait eu des relations avec un autre homme cis, et ben du coup, ça fonctionnait pas non plus. Mais par contre, pour la femme cis qui serait éventuellement en couple avec cet homme cis bi qui aurait eu des relations sexuelles avec un autre homme cis à côté, pour cette femme-là, c'était bon. Donc ça pose quand même question. De là à croire que c'est la sodomie le problème, je voudrais pas leur faire un procès d'intention à ceux qui ont pondu ce règlement, mais voilà quoi. Non, mais on peut se poser des questions. Je suis pas sûre que le questionnaire aille si loin dans les détails de toute façon, non, je crois pas, il me semble pas. Après, les médecins en eux-mêmes qui posent les questions peuvent aller plus loin dans les détails. Nos vagins sont tellement auto-nettoyants qu'ils nettoient le VIH, dit donc. Bah oui, c'est bien connu. C'est bien connu. Faudrait que j'y retourne en tant qu'adulte responsable et plus seulement l'enfant qui accompagnait ses parents pour avoir le goûter à la fin. Je comprends ça. Mais oui, bien sûr, il faut aller donner son sang. Il y en a vraiment besoin. Vraiment, vraiment besoin. Ah, mais c'est ça qui est à l'origine. Après, ça se base sur le fait qu'effectivement, la sodomie non protégée est l'acte sexuel le plus à risque. Oui, non, mais complètement. Après, penser qu'il y a le côté non protégé en permanence, oui, c'est de l'homophobie aussi. Les trans ne sont pas pris en compte dans le questionnaire. Où est-ce qu'on en était ? Lors de la promulgation de la loi du 2 août relative à la bioéthique, l'article 7 bis disparaît du texte, mais son contenu apparaît tel quel dans l'article 12 en vigueur aujourd'hui. De fait, dès le lendemain de sa publication au journal officiel, l'article 1211-6.1 du Code de la santé publique a bien été modifié. Pour autant, au 7 janvier 2021, la loi n'avait pas été mise en application par un nouvel arrêté ministériel. Celui en vigueur est toujours celui de 2019, donc pour l'instant on a tenu de demander 4 mois sans rapport sexuel entre hommes, confirmait alors l'établissement français du sang à Check News. On attend, dès que l'arrêté sera paru, il y aura un petit délai, le temps que la NSM nous fournisse les nouveaux questionnaires, mais nous ferons le nécessaire pour appliquer au plus vite la loi. Contacté, le ministère de la Santé indiquait qu'un calendrier serait donné prochainement sur ce sujet. Il indique désormais qu'un arrêté sera signé ce mercredi. Une mise en application au 16 mars. L'évolution des conditions d'accès au don du sang a été présentée ce mardi par le conseiller chargé de la sécurité sanitaire et de la santé publique au cabinet d'Olivier Véran, accompagné de la Direction générale de la santé, DGS, de l'établissement français du sang, ESF, et de l'Agence nationale de sécurité du médicament, ANSM. Le calendrier de mise en œuvre de la levée de l'ajournement pour les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes indique donc que le changement sera effectif à partir du 16 mars. À partir de cette date, les nouveaux questionnaires distribués avant le don ne feront plus aucune mention de l'orientation sexuelle ni du sexe des partenaires, mais seulement de leur nombre et des pratiques à risque, ce qui semble plus logique. À noter, les personnes sous prophylaxie pré-exposition, donc sous le PrEP, le traitement préventif contre le VIH, seront inéligibles au don. Or, selon la dernière étude annuelle d'EPIPHAR sur l'évolution de l'utilisation de ce traitement à partir des données du Système national des données de santé, les utilisateuristes de la PrEP restent principalement des hommes, 97%. Et il est raisonnable de faire l'hypothèse qu'il s'agit principalement d'hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes. Le ministère justifie ce choix qui sera amené à évoluer. La prophylaxie est très efficace, mais elle est prescrite en cas de prise de risque. Il ajoute que les antirétroviraux puissants peuvent interagir avec le dépistage du VIH dans le sang. Voilà, donc c'est ouvert à tout le monde, sauf ceux qui prennent la PrEP, effectivement. Il y a pas mal quand même de gays hommes cis qui prennent la PrEP, donc... Bon, mais voilà. Par contre, partir de la sodomie non protégée très à risque, oulala, les gays, là, hein, je dis rien, mais j'en pense pas moi. Oui. Oui. Les trans et les lesbiennes n'existent pas, c'est bien connu, pas de mention, tout à fait. Pour ma part, je ne peux pas donner mon sang, mais c'est parce que j'ai une maladie congénitale qui fait que j'ai pas le même sang que tout le monde, donc ça je comprends, mais sinon, non. Après, ce sont des énarques très dans l'entre-soi, ça ne me surprend malheureusement pas que ces nouvelles lois mettent autant de temps à enfin être mises en application. Bah oui, complètement. Bon, écoutez, pour nous faire un peu plaisir, il y a cet article de Causeur qui est en roue libre, j'allais dire, qui est en lecture libre, mais probablement en roue libre aussi. Moi, j'ai envie de dire, écoutons ce que Causeur a à nous dire de temps en temps. Vous savez que ça fait un peu plaisir. Voilà, on se prend notre petit shot de Causeur, on râle un bon coup, et ça va tout de suite mieux. Donc là, en plus, l'article est très... alors, je ne l'ai pas lu, bien évidemment. À chaque fois, j'attends, bien évidemment, qu'on soit ensemble pour le lire. Mais là, il est très prometteur, puisque le titre de l'article, c'est « Parité partout, justice nulle part. Les ravages de l'idéologie de l'égalité femmes-hommes » en un seul mot. Moi, je suis
Voilà, ça date du 22 décembre, on l'avait pas lu ensemble, il faut quand même qu'on le lise ensemble. Après, ce sont des... non, pardon, j'avais pas lu. J'ai pas compris pourquoi les hommes qui prennent la PrEP ne peuvent pas donner leur sang. Visiblement, la raison officielle, c'est que ce sont des personnes qui, naturellement, ont des comportements à risque, qui prennent la PrEP. Donc, du coup, ça reste quand même des personnes à risque pour les autres maladies sexuellement transmissibles. Et en plus de ça, en gros, la PrEP en soi pourrait causer des résultats faussement négatifs dans les tests pour savoir si le sang est infecté par le VIH ou pas, une fois que les personnes qui ont fait le don du sang analysent le sang avant de le donner à des gens. Voilà, c'est pour ça, je pense, essentiellement. Causeur, le magazine en roue libre de la société. Si je ne fais pas encore tatouer d'ici mars, je donnerai mon sang pour mon anniversaire. Ça, c'est bien. Très bien. C'est bien le journal d'Elisabeth Lévy, non? Oui. Oui, c'est ça. Causeur, c'est notre petit bonbon. Mais oui, c'est ça. C'est notre petite friandise qu'on fait à chaque fois. C'est quoi la PrEP? La PrEP, c'est un médicament qui est pris en prévention d'une infection, d'une primo-infection, il me semble que c'est comme ça qu'on dit, au VIH. C'est fait pour que les personnes qui ont des comportements à risque ou qui ont peur d'être exposées à des risques à un moment ou à un autre puissent avoir moins de risques justement d'être contaminés par le VIH. Voilà, c'est très très résumé, c'est pas tout à fait ça au niveau vraiment des précisions, mais en gros c'est ça. Merci beaucoup, Nabouzor, pour ton 3e mois d'abonnement. Bonjour, bonne année à toi aussi, merci beaucoup. Je vais arrêter de dire non-binaire, les femmes-hommes. Ah oui, non, mais les femmes-hommes en un seul mot, c'est vraiment des femmes, des hommes et des femmes sur le même pied d'égalité, mais c'est impossible, voyons. Mais oui. Bon, allez, Laurence a écrit un article, la moindre des choses, c'est con. Le lise. À l'école, notre obsession actuelle pour la parité, c'est mignon de s'inclure dedans, pour la parité nous empêche de voir les profondes injustices que subissent en réalité les garçons. Et quand des rapports pointent ces injustices, on accuse la masculinité toxique. Ça va tout mélanger, c'est parfait, ça va tout mélanger. Alors, je tiens à dire quand même au début, il va y avoir beaucoup de « alors non ». Je tiens à dire quand même que, à rappeler à nouveau, mais je sais bien que je prêche des convaincus à chaque fois dans ce chat, le féminisme, en soi, ça n'existe pas. C'est un courant qui est très protéiforme. Je sais que les féministes disent très souvent le féminisme, mais en réalité, c'est un abus de langage. C'est un mouvement qui a tellement de revendications, qui a tellement d'idées, qui a tellement de philosophies, de politiques différentes, qu'on ne peut pas parler réellement de féminisme, on devrait parler des féminismes. Ceci dit, un truc sur lequel énormément de féminisme, de branches du féminisme s'accordent, c'est pour dire que globalement, le sexisme et le patriarcat, ça oppresse quel que soit le genre. C'est-à-dire que quel que soit votre genre, vous êtes forcément oppressé d'une façon ou d'une autre par un système patriarcal. Si vous êtes un homme cis, blanc, tout bien dans les cases et que du coup potentiellement vous êtes dans un système patriarcal, bien évidemment que vous allez être avantagé par rapport à d'autres, bien évidemment que vous allez avoir plus de privilèges, potentiellement plus de liberté, mais ça va aussi vous obliger à être maintenu au sein de cette petite case dans laquelle vous avez commencé à être placé. Donc, par exemple, eh bien, c'est compliqué de dire, pour un homme cis, de dire que, dans le côté vraiment extrêmement schématique du patriarcat, il y a le côté, les émotions, c'est pas pour les hommes cis, en tout cas pas toutes. La colère, c'est que pour les hommes cis. On résout les choses par la colère, bien évidemment que c'est hyper violent et que ça dessert énormément de personnes. Si la seule option que vous ayez, c'est la colère et la force, ça ne correspond pas du tout à énormément de personnes. Il faut forcément être fort, il faut forcément être protecteur. Il faut forcément avoir une famille, il faut forcément gagner plus que sa partenaire, il faut forcément ne pas être homosexuel, ça c'est très très mal. Bref, bien évidemment qu'il y a des injustices qui touchent également les hommes cis au sein d'une société patriarcale, parce que le principe, c'est qu'on te juge à partir d'une case dans laquelle tu es censé rentrer. C'est pas parce que tu as plus de privilèges effectifs que tu ne vas pas avoir des blocages sur énormément de trucs et des métiers, par exemple, que tu peux pas faire parce que c'est pas un truc de mec. Et le truc le pire, je pense, dans un système patriarcal tel qu'il était conçu, et il y a pas si longtemps que ça, c'est par exemple de dire que les hommes cis n'ont pas de droit particulier à la parentalité,
Le rôle d'un père, c'est d'être cette figure répressive très souvent, qui est dans l'éducation un peu forte, un peu froide, dégagée aussi de l'affect envers ses enfants. Un homme cis, ça ne peut pas pouponner, ça ne peut pas s'occuper exclusivement de son enfant. Un homme cis, ça ne peut pas être homme au foyer. Un homme cis, ça ne peut pas prendre la fameuse place de la mère qui est censée être la place principale. Bref, un homme cis ne peut avoir que des rapports d'homme cis avec ses enfants, et des rapports d'homme cis avec ses enfants, c'est des rapports distants, froids, de cadre, essentiellement. Voilà. Quelqu'un qui cadre, mais qui est dans la répression et pas dans l'affection. Ça, par exemple, c'est une violence en soi. Bien évidemment que c'est une violence. Et encore une fois, le fait qu'on parle de tous les privilèges qu'ont les hommes blancs, cis, hétéros, ça n'exclut pas le fait qu'il y a effectivement des injustices dedans. Moi-même, en tant que femme cis, bi, handicapé, voilà, qui est considéré comme handicapé par la société, et voilà, bien évidemment que j'ai des privilèges par rapport à d'autres catégories, avec plein de guillemets, de la population. C'est une évidence. Est-ce que ça veut dire que je suis la plus privilégiée? Est-ce que ça veut dire que je ne subis jamais d'injustice? Est-ce que ça veut dire que la société patriarcale est tendre avec moi? Non. Mais est-ce que, par contre, je peux reconnaître que j'ai des privilèges? Oui. Donc, encore une fois, c'est des trucs qui sont difficiles à mettre en tête pour énormément de ces journalistes, de causeurs, de valeurs actuelles, etc. C'est plus facile de dire « Et on vit aussi des injustices, vous vous rendez bien compte qu'on n'est pas privilégié », plutôt que de réfléchir sur la différence entre privilège et injustice, par exemple. On devrait clip à chaque fois que tu dis « alors non », et après tu pourras faire un best-of où tu les colles tous. C'est vrai. Vous m'entendrez juste dire « alors non, alors non ». Merci de me mettre dans une plus grosse case par rapport à mon petit ventre de femme enceinte. Mais tout le monde sait qu'un homme, en vrai, ça pleure pas, envoie une mandale dans la figure de son fils, ce genre de comportement, je trouve ça tellement toxique. Bah oui, non mais oui, bien sûr, et bien évidemment que du coup des petits garçons cis en souffrent, bien sûr, bien sûr. On sait maintenant pourquoi les femmes ont plus souvent mal au crâne que les hommes, c'est sans doute à force de se heurter au fameux plafond de verre. Vraiment, à chaque fois, ça part dans des petites blagues. Causeurs, vraiment, vous êtes notre petite friandise. Heureusement, nos représentants politiques ont pris le problème à bras-le-corps, et la parité est en marche non seulement dans les mandats électoraux, mais également dans les conseils d'administration et désormais à la direction des grandes entreprises. Enfin, les quotas ne sont plus réservés aux produits laitiers ou aux gaz à effet de serre, n'importe quoi. Les femmes aussi, elles en ont. Du moins les femmes qui évoluent parmi les sphères de la politique, de la haute finance et dans les CSP++ des grandes entreprises. À tout seigneur, tout honneur sans doute, et on n'est jamais si bien servi que par soi-même. Vous savez que ça c'est un des grands trucs de ce genre d'articles, de causeurs, de valeurs actuelles, etc., c'est de souvent mettre en avant que le féminisme, c'est un truc de bourgeoise. C'est drôle de voir à quel point ces personnes-là se sont saisies finalement d'une branche du féminisme pour dénoncer avec cette branche du féminisme-là que le féminisme est un truc de bourgeois et que du coup c'est un luxe idéologique. Ça apporte un nom, je ne sais plus lequel, mais ça ferait partie du luxe des idées, c'est-à-dire que c'est quelque chose que les sphères les plus hautes de la société ont pris pour eux, pour toujours se mettre en avant et dire « moi je suis mieux que toi et je suis mieux que les plus... que les plus démunis ou que les castes du dessus, parce que moi je fais partie de la caste intellectuelle et c'est un espèce de luxe des idées. Qu'il y a autour de ça. Bien évidemment, le féminisme ne fait pas partie de ces trucs-là. Alors bien évidemment, il y a des branches du féminisme qui sont très clairement bourgeois et bourgeoises, mais en soi, le féminisme en lui-même, c'est comme dire la politique, ça fait partie de cette espèce d'idée de luxe. C'est aussi vaste que ça. C'est de dire, voilà, la politique, c'est pour les personnes qui sont riches, qui sont bourgeoises et qui ont le temps de penser, en gros. Et effectivement, encore une fois, ce sont des accusations, ce sont des réflexions qui sont réelles, qui sont intéressantes de temps en temps à avoir, seulement qui ne peuvent pas être utilisées comme argument de base pour décrire toute la politique et pour critiquer toute la politique en bloc, tout comme ça ne peut pas être un argument de base pour décrire tout le féminisme et le critiquer en bloc. Enfin voilà, c'est à peu près le même niveau, quoi. Comme les gens d'extrême droite deviennent tout d'un coup pro-LGBT+, quand il s'agit de taper sur une minorité. Bien sûr, bien sûr. Oui, on nous compare à des produits laitiers. Et ça, c'est bien.
Voilà, donc il y a Elisabeth Moreno qui parle dans l'opinion. Quant au bâtiment, au ramassage des poubelles, au corps d'armée en OPEX, secteur honteusement coopté par les hommes, la parité pourra attendre encore un peu. Et en ce qui concerne les postes d'infirmières, d'assistantes sociales, de professeurs, de juges, d'avocats, de médecins pris d'assaut par les femmes, bah dans ce sens-là, qui s'en soucie? Alors, alors non. La parité pourra attendre encore un peu. Est-ce qu'il y a un double problème pour tous ces métiers-là? Les corps d'armée en OPEX, je ne sais pas, mais en tout cas pour le ramassage des poubelles, les bâtiments, les machins, les trucs comme ça, oui, la parité n'est pas encore présente parce que, euh, parce que déjà, je ne suis pas certaine qu'énormément de femmes se disent que c'est possible juste de faire partie de ces métiers-là. Il faut voir où est-ce que se place finalement l'inégalité. Est-ce que c'est les personnes qui ne veulent pas y aller parce qu'elles se disent que c'est pas fait pour elles et qu'il y a énormément déjà de sexisme dans ces lieux-là, donc elles se sentent pas d'aller droit devant, de foncer là-dedans? Est-ce que ce sont les métiers eux-mêmes qui n'acceptent pas les femmes? Là, c'est un vrai sujet sur lequel il faudrait s'attarder. Donc la parité pourra attendre encore un peu. Bon, à mon humble avis, c'est dit de façon un peu péremptoire et la journaliste le sait. Par contre, les postes pris d'assaut par les femmes, ça c'est drôle. Est-ce que ça voudrait dire qu'il faut freiner les femmes sur certains postes? Pouah. Écoutez, vraiment, de grandes idées dans Causeur. Qu'est-ce que ça veut dire, pris d'assaut? Je serais curieuse de savoir ce que ça veut dire, pris d'assaut. Pour les femmes de ménage qui s'en soucient. Non mais oui, non mais vraiment, il y a beaucoup de choses à dire autour de ça. Bon, écoutez, c'est pas comme si Causeur était très exhaustif. Les filles sont la seule préoccupation. C'est ce qu'illustre par exemple un des derniers rapports de l'Éducation nationale sur l'égalité des filles et des garçons. Si l'on y manifeste une sérieuse préoccupation du sort des demoiselles, on laisse volontiers transparaître une certaine indifférence à l'endroit des damoiseaux. Au moins ils utilisent damoiseaux. On note ainsi sobrement que les garçons sont minoritaires dans certaines filières, mais on déplore en revanche que les filles soient insuffisamment présentes dans les filières scientifiques, industrielles ou numériques, filières qui contribuent pourtant à déterminer notre avenir commun. Apparemment, les domaines de la biologie, de la médecine, du droit, des arts contribuent fort peu à déterminer notre avenir commun, et il n'est donc pas à l'ordre du jour de se réjouir ou de s'inquiéter que les filles y soient majoritaires. C'est étonnant comme tout ce à quoi les femmes touchent d'elles-mêmes est aussitôt déconsidéré. Un homme au foyer est un héros moderne, mais une femme au foyer, une pauvre cruche aliénée. Eh bah oui, Causeur, tu trouves pas que c'est nul ? Qu'un homme au foyer soit un héros moderne, mais qu'une femme au foyer soit une pauvre cruche aliénée, c'est vrai. Et c'est vrai que c'est étonnant comme tout ce à quoi les femmes touchent d'elles-mêmes est aussitôt déconsidéré. Bah oui, mais c'est très féministe ça, Causeur. C'est bien ça de dire que c'est pas bien de considérer par exemple les filières littéraires qui jusque-là accueillerait parce que peut-être attirerait majoritairement des femmes que du coup eh ben c'est pas bien de les déconsidérer parce que du coup tout ce que les femmes touchent d'elles-mêmes est aussitôt déconsidéré. C'est vrai ça? Non? C'est bien. C'est bien d'avoir cette volonté-là de se dire que c'est pas juste et que effectivement de dire que les filles sont insuffisamment présentes dans les filières scientifiques, industrielles ou numériques, effectivement ça fait gueuler le gouvernement parce que ce sont ces filières-là qui mettent en avant parce qu'ils ont besoin en ce moment d'ingénieurs, de personnes qui entreprennent, notamment dans le milieu du numérique, etc. Oui, oui, effectivement. Et vu que tout le monde s'en fout des arts, et ben du coup, effectivement, vu que c'est des filières garage, tout le monde s'en fout de savoir la parité dans les domaines des arts, etc. Attirer les mecs plus vers les arts, mais enfin, à quoi ça sert? De toute façon, ils seront chômeurs pareil que les autres qui sortiront de la filière. Il y a un peu ce truc-là, et il y a une dévaluation, on est bien d'accord, d'énormément de matières littéraires et artistiques, parce qu'on a considéré que dans le monde présent, on n'en avait plus besoin. Mais tout à fait. Tout à fait, et du coup, on s'en fout de la parité dans ces trucs-là. Bon, alors du coup, c'est moins sur le féminisme qu'il faut se concentrer que plus sur le fait qu'on dévalue complètement énormément de métiers qui sont importants, mais, c'est pas... du coup, c'est pas le féminisme, mais oui, effectivement, c'est pas normal que ces études-là, qui sont pourtant hautement intellectuelle, extrêmement importante pour la société, parce que qui pourrait vivre sans art, qui pourrait vivre sans musique, sans littérature, sans théâtre, même si vous ne cochez pas toutes les cases, je suis bien certaine que les personnes qui n'ont jamais
écouter une seule chanson toute leur vie sont quand même largement minoritaires, et il faut énormément de métiers dans ce domaine artistique-là pour produire un CD de Maître Gims. Donc du coup, est-ce qu'on peut pas se dire que c'est pas le féminisme qui est à mettre en cause, là c'est le gouvernement qui dévalue énormément de métiers qui ont trait à l'art et à la littérature, entre autres, et du coup, dévalue par le même coup eh bien, globalement, les filles, les petites filles, les femmes, puisque là, pour le coup, le fait qu'elles soient majoritaires là-dedans, ce n'est pas du tout mis en avant comme quelque chose où on se dirait « Oh, bah dites donc, les mecs, allez, soyez un peu plus artistiques, développez votre côté artistique. » C'est pas du tout mis en avant comme ça, c'est le côté « Allez, les filles, passez sur l'autre filière, s'il vous plaît, parce que celle-là, c'est naze. » Voilà, effectivement, oui. Donc bon... j'imagine des femmes courir en mode full le zombie vers les RH pour choper tous les postes. Oui, c'est drôle comme ça. Et les hommes sont bizarrement dans des disciplines scientifiques et peu dans les disciplines littéraires et sciences humaines artistiques, quoique artistique, ma discipline. Non, non, mais oui, filles majoritaires en biologie, mais totalement très minoritaires parmi les chercheuses et directrices. Oui. Ouais. Je plus sois les études d'art, on est tellement mal perçus. Ah bah oui. Oui, oui, oui. Un homme, ça doit faire vrai métier, S, alors qu'une femme finira mère au foyer, elle. Oui, il y a un peu ce côté-là. Hein. Si je pouvais retrouver le bouquin qui démontre que chaque fois que les femmes créent une niche économique viable, les hommes s'y précipitent en pleurant à l'injustice, bière, fromage, broderie. Eh bien, écoutez, voilà, les filles sont au centre de la préoccupation. Je ne suis pas sûre. Je pense que c'est surtout les métiers d'avenir qui sont au centre de la préoccupation, ceux qui sont considérés comme les métiers d'avenir, et que la littérature et l'art ne sont pas des métiers d'avenir. Comment ne pas s'attrister de vivre dans une société qui méprise les hommes au point de rester indifférente à l'échec scolaire de ses fils? Pour expliquer la désaffection des filles vis-à-vis des filières scientifiques, industrielles ou numériques, bien qu'elles aient suivi un cursus scientifique au lycée, le même rapport fustige la survalorisation des mathématiques et de la physique-chimie dans le recrutement, source de discrimination négative des filles. Il est vrai que la plupart des ingénieurs n'ont que faire des mathématiques ou des lois de la physique. Si on survalorise ces disciplines, c'est uniquement pour en détourner les demoiselles. Alors non. Le principe de la survalorisation de ces disciplines-là, et le fait que ce soit une discrimination négative des filles, c'est parce qu'il y a des études qui ont prouvé que on orientait de façon beaucoup plus naturelle les garçons vers les matières scientifiques et les filles vers les matières artistiques et littéraires. Et on les oriente dans les petites classes, en fait, dans leur plus jeune âge. Donc, résultat, une fois qu'ils arrivent dans les sphères les plus hautes de l'éducation, eh bien, ils ont du coup bénéficié, avec plein de guillemets, de cette espèce de voie qu'on leur a donnée auparavant. Et vu qu'ils ont cette espèce de bagage-là, plus que bénéficier, un bénéfice, ils ont cette espèce de bagage où ils ont été plus axés vers une matière ou une autre, eh bien, du coup, on a une discrimination négative auprès de certains. Mais si l'art était considéré comme une des matières principales, ou si la littérature était considérée comme une des matières principales, comme ça a été le cas il y a de ça quelques siècles, eh bien, dans un monde comme le nôtre, actuellement, où il y a plus de filles qui font ce genre de discipline-là et qui sont poussées vers ces disciplines-là, eh bien, on pourrait parler de quelque chose qui entraîne une discrimination négative des petits garçons, parce que du coup, les petits garçons auront été moins poussés vers ces matières-là et arrivés au moment où ils doivent choisir leur orientation, eh bien, si l'art, par exemple, est une partie fondamentale d'un cursus qui est extrêmement valorisé par le gouvernement, l'État capitaliste, etc., eh bien, du coup, on a carrément une discrimination négative de la part de toute une population qui n'a pas été poussée naturellement vers ces matières-là. Comprends-tu? Comprenez-vous, causeur? Voilà. Quand j'étais en année de mise à niveau art appliqué, si vous saviez le nombre de mecs qui venaient de filière S alors qu'ils n'avaient pas eu envie forcément de faire une filière scientifique, mais bon, le fameux passe ton bac d'abord, après peut-être que tu auras le droit de faire ce que tu veux. Ah oui, non mais complètement, moi à mon époque où il y avait encore les filières S, ES, L, clairement L c'était plutôt fille, S c'était plutôt garçon, ES c'était un peu pour les deux quoi.
Voilà. Mais il y avait vraiment, oui, tu vois, c'est ce que tu dis, Ikingyo, c'est-à-dire commencer par arrêter de genrer le savoir et les compétences. Oui, clairement, moi, à mon époque au lycée, les compétences et le savoir étaient genrés. Il y avait un truc un peu de, ben oui, une fille est plus facilement littéraire et plus facilement forte en langue, un garçon est plus facilement fort en chimie et en maths. Et il y avait ce truc qui était très évident, hein. Par exemple, on valorisait énormément les garçons qui écrivaient bien. Il y avait un côté, bah dis donc, il écrit bien pour un garçon. Ah bah dis donc, il est fort en français pour un garçon, c'est bien. Mais il y avait un côté, mais par contre, ne prends pas cette voie-là, c'est idiot. Si tu sais faire des maths, prends des maths. Et il y avait un truc de, ben dis donc, pour une fille, c'est très bien au niveau des matières scientifiques. Et là, pour le coup, vas-y, va dans les matières scientifiques. T'aimes la littérature, t'es bonne en littérature, mais si t'es bonne en maths, va en maths. À la limite, prends ES. Alors pourquoi est-ce que plein de personnes qui étaient contrariées de elles, mais qui étaient bonnes en maths, ont été poussées en ES parce que c'était censé être quelque chose de plus sûr que elles, ou c'était vraiment la honte. Enfin, vraiment, il y a un truc, oui, il y a un genre. Il y a un genrage des savoirs et des compétences, c'est sûr. On voit bien le misogynisme, par exemple, dans les cours littéraires, il y a 90% de femmes, mais par contre, tous les prix littéraires, Goncourt, etc., c'est toujours des hommes qui reçoivent leurs prix. Il y avait un peu cette réflexion-là autour de la cuisine, qui est un truc éminemment féminin, mais par contre, dans les hautes sphères, c'est forcément des hommes. Et alors, pour le coup, sur maths physique, je sais un peu de quoi je parle, et je peux vous dire qu'il y a aussi une discrimination au niveau de la façon de noter. Pas directement parce que c'est une fille ou un garçon, mais parce qu'on apprend aux garçons à être rapides sur deux, et du coup, ils vont plus loin dans les exos en rédigeant moins, mais on apprend aux filles à être bien méticuleuses, donc elles font tout très proprement et bien, mais vont moins loin. Ça, c'est très intéressant, toutes ces études-là, sur la façon dont le genre va déterminer une certaine façon de faire sa copie, non pas parce que c'est de l'essentialisme et que profondément, intrinsèquement, on est comme ça, mais parce qu'on est axé comme ça dans les petites classes. Ça, c'est vraiment très intéressant. On était tellement peu en classe de L au lycée, 2 mecs et demi, comme disait un pote gay de la classe. Ah non, mais oui. En classe de L, moi, dans mes classes de L, j'ai toujours eu entre 2 et 4 mecs au plus, quoi. Parce qu'on pousse les garçons vers la réussite professionnelle et les filles vers le care. Tout à fait. Donc il y a effectivement un truc insidieux au concours des grandes écoles, par exemple, alors même que les correctrices ne connaissent pas le genre de l'élève. Dans les années 50-70, les cours de physique-chimie étaient pour les filles car ça leur servirait pour bien cuisiner dans leur foyer. Mais c'est fou, hein. Pareil, et aussi, c'était S, ce sont les bons élèves, ES, celles qui ne peuvent pas aller en S, L pour celles qui n'ont pas le niveau pour aller en ES. Il y avait un peu ce truc-là, oui. Il y avait un peu ce truc-là. Pour expliquer la désaffection des filles vis-à-vis des filières scientifiques... Ah, voilà. Nanana, c'est uniquement pour détourner le demoiselle. Pardon, on va pas relire 2 fois quand même. Mais attendez une minute, cette explication ne sous-entend-elle pas que les filles seraient incapables d'atteindre le niveau des garçons en mathématiques et physique-chimie? Et non, il faut lire le truc en entier. Vraiment. Le programmation informatique à la base est considérée comme une discipline féminine. Grace Hopper, une des pionnières, disait que programmer c'est comme préparer un repas pour attirer la femme, jusqu'à ce que le métier se masculinise du fait des salaires qui grimpaient. Il y a une super émission sur France Culture qui décrit le processus. Bah écoute, donne-nous la ref avec plaisir, Amana, ça a l'air très 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 intéressant ce que tu nous dis là. C'est très intéressant. On préfère donc avancer une hypothèse sexiste, mais qui a l'avantage d'accuser le système, plutôt que d'envisager simplement l'idée que filles et garçons n'auraient peut-être pas spontanément les mêmes goûts. Alors, c'est pas ça. Alors non, à nouveau. Ce n'est pas une histoire de goût. Vraiment, il faudrait vraiment donner des études sur le genre. Comme quoi, on a peur des études de genre, mais elles sont intéressantes à ces personnes-là. Vraiment, il y a un goût qui est très 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 poussé, extrêmement poussé par les gens, par l'entourage, par l'éducation, par plein de trucs. Et c'est très intéressant, d'ailleurs, je suis bien d'accord avec toi, journaliste de causeur, mais ce n'est pas une question de goût. Après tout, si les deux sexes peuvent être attirés par les sciences, les uns préfèrent peut-être plutôt la physique et les autres plutôt la biologie. D'ailleurs, certains psychologues soutiennent en effet, études à l'appui, que les femmes seraient en moyenne plus intéressées par le vivant et les hommes davantage tournés vers les objets. Ça aussi, hein, vous savez, le principe du care pour les femmes, donc qui sont là pour soutenir le vivant, pour aider le vivant, pour nourrir le vivant, pour produire du vivant aussi, et les hommes qui sont là pour produire des choses beaucoup plus palpables, pour produire du concret, du capital, etc. Non, mais Zemmour a décidé qu'apprendre le latin et le grec en 6ème, c'est plus important que les langages de prog, donc ça va résoudre tous les problèmes d'un coup. Effectivement. Si c'était vrai, faudrait-il à tout prix combattre ces tendances? Oui, sans doute, un rapport de l'éducation nationale qui emploie ostensiblement le mot genre plutôt que le mot sexe, ça les inquiète beaucoup. Ne peut pas s'engager dans la voie de la reconnaissance de certaines petites différences sexuelles naturelles, ça s'appelle l'essentialisme, c'est penser que les genres sont intrinsèquement comme ça ou comme ça. On est idéologue ou on ne l'est pas. Alors, ce n'est pas de l'idéologie, hein, bien évidemment, hein, c'est... alors, toutes les études de genre, bon après, ce serait compliqué de se battre avec un journaliste ou une journaliste de causeur autour de ça, parce que les études de genre, c'est quelque chose qu'ils rejettent de façon très naturelle. Il y a un truc sur l'essentialisme qui rassure, c'est-à-dire que les filles naissent filles,
tu es forcément cis toute ta vie parce que tu nais avec une vulve, et cette vulve, ces hormones de femme te font aller vers quelque chose, et un pénis ou des hormones mâles te font aller forcément vers autre chose. C'est l'essentialisme, c'est dire voilà, on est tous nés dans une petite case, on a donc tous des trucs sur lesquels on sera plus naturellement attiré vers là, et c'est tout. Un homme qui a besoin de prendre soin des gens, qui aime soigner des gens, et qui aime les enfants en mode qui aime s'en occuper, etc. Un homme qui fait des études pour être sage-femme, pour être infirmier, pour être prof de maternelle, etc. C'est louche, c'est étrange, c'est probablement un homme qui est mal foutu, donc qui est probablement homosexuel, et une femme qui décide d'aller se battre, qui décide de produire énormément, qui veut construire des trucs, qui veut... Bon, bah ça, c'est une femme qui est soit mal foutue, donc du coup probablement lesbienne, soit qui a été mal élevée. Voilà, il y a ce truc-là un peu en fond. Ça rassure énormément de personnes qui sont attachées à des valeurs traditionnelles, parce que ça fait qu'on évite de trop se poser de questions et de trop remettre en question trop de choses. Se dire que de toute façon les filles c'est comme ça et les garçons c'est comme ça, bien évidemment que c'est plus confortable. C'est beaucoup plus confortable de faire les choses comme ça, parce que du coup c'est tout simple. T'as un petit garçon qui naît, bon bah voilà, il va rester petit garçon toute sa vie, il aime des choses de garçon, tac tac tac, c'est bon, tu lui offres des trucs de garçon, il est content, tu le pousses dans des voies de garçon, il va être content. Bien sûr tu lui fais faire plus de maths, mais c'est parce que les garçons aiment les maths. Bien sûr tu lui fais faire plus de sport, mais c'est parce que les garçons aiment le sport, et même s'il aime pas trop ça au début, il va finir par aimer, parce que intrinsèquement, profondément, de façon essentielle, dans son essence à lui, il aime le sport, et il l'aimera toute sa vie. Voilà, il y a un truc, et il va le découvrir forcément puisqu'on le pousse à faire ça. Donc là où c'est plus pervers comme effet, c'est que du coup, est-ce que réellement ces enfants, par exemple ce petit garçon, aime le sport parce que les garçons aiment le sport, ou est-ce qu'il finit par aimer le sport parce qu'à force de lui dire en permanence tape dans un ballon, va jouer là, je vais t'inscrire à tous ces trucs-là, et t'es censé être bon en sport comme papa, comme machin, les garçons ont besoin de sport, effectivement, comme tu dis Madouk, c'est bien de se dépenser quand on est un garçon, etc. Est-ce qu'au bout d'un moment, à force d'être exposé au sport, il va pas se dire ah oui, j'aime le sport? Attention, pas n'importe quel sport non plus, parce qu'un garçon qui fait du patinage artistique ou de la GRS, c'est quand même, ou de la danse, c'est pas ouf. Alors qu'une fille qui fait du sport, il faut qu'elle en fasse certains en particulier, qui mettent en avant sa grâce, sa féminité, sa légèreté, son côté artistique aussi. Hein. Les garçons, ils sont pas très encouragés dans les sports artistiques. Attention, parce que par contre, dans l'art, genre dans la virtuosité musicale notamment, là, ils sont carrément encouragés. Mais pas partout, genre le chant, c'est quand même un peu un truc de tapette. Enfin, vous voyez, il y a vraiment des petites cases qui ont bien été mises, et effectivement essayer de réfléchir à l'essence, à l'essentialisme, c'est du coup beaucoup ébranler tout ce truc-là en fait, sur lequel effectivement je suis d'accord a été construit une bonne base de notre société, notre système éducatif, de plein de choses, et où du coup remettre en question ça, c'est remettre en question énormément d'autres choses. Une maman m'avait dit, je voudrais qu'il aime le foot pour être normal comme ses copains. Bah oui, il y a ce truc-là de... en plus de ça, il y a même des parents qui le sont pas tant que ça, essentialistes, mais qui se disent, bah oui, mais si mon garçon dit qu'il aime la danse plutôt que le foot, il va se faire rejeter par tout le monde. Bon, bah on va le pousser vers le foot. Ça se construit. C'est pour ça que ça met en branle toute une société de parler essentialisme, parce que ça déconstruit tout un tas de schémas qu'on a même en soi, qu'on a dans sa tête, et où on se dit, bon, comment est-ce que je vais faire? Comment est-ce qu'on va tous faire pour réussir à déloger cette société de ces fondements-là? Ça va être très compliqué, il faut tout revoir, il y a des machins, il faut se poser des questions, ça semble idiot de se poser des questions là-dessus. Non, ce serait mieux de dire que de façon essentialiste dans le genre, il y a des affections, des affects qu'on a, des préférences qu'on a sur certains trucs, et c'est beaucoup plus simple. Tout le reste, c'est de l'idéologie, et on va rester là-dessus. Sauf que rester là-dessus, ça veut dire garder les cases. Garder les cases, ça veut dire du coup qu'on ne peut pas combattre réellement le patriarcat, donc on ne peut pas avoir réellement d'égalité. Voilà, puisqu'il y a des cases, et que il y a un essentialisme. C'est compliqué pour énormément de personnes qui sont très attachées aux valeurs traditionnelles, pour énormément de traditionalistes, de se dire qu'il va falloir creuser à ce point-là pour trouver l'égalité. Il y a énormément de personnes pour qui l'égalité, ça va, à partir du moment où ça ne creuse pas trop profond. Vraiment.
Et là, ça touche à des trucs où ça creuse trop profond. L'égalité, ok, mais il faut pas remettre en question ça. Sauf si on remet pas si on remet pas en question ça, ben on peut pas remettre en question le reste parce que du coup, si de façon profonde, biologique, un petit garçon ne va pas vouloir s'occuper de ses enfants. Si de façon très profonde, biologique, un petit garçon ne va de toute façon pas vouloir aider les femmes à accoucher, par exemple. Bon, bah du coup est-ce que vraiment une petite fille a le droit de revendiquer qu'elle a envie de faire du foot? Est-ce que vraiment une petite fille a le droit de revendiquer qu'elle a envie de construire des maisons? Est-ce que du coup vraiment... Enfin voilà, il y a un truc où on se dit, bon bah si naturellement il y a un truc comme ça, bon bah est-ce que on a vraiment... est-ce qu'on a vraiment besoin de réclamer une égalité en fait? Parce que du coup bah voilà, tout va bien dans le meilleur des mondes, tout s'est mis en place naturellement du coup. Et c'est ce que pensent ou font semblant de penser parce que c'est plus simple, énormément de personnes traditionnalistes, je pense. Après, on peut dire aussi aux gamins qu'il y a plein de garçons qui aiment pas le foot, complètement, complètement. J'ai regardé le gamin et je lui ai dit, tu n'es pas obligé d'aimer le foot, tu as le droit d'être différent, ça n'a pas plu aux parents. Bah oui. Je renvoie mon message. Est-ce que je peux partager un podcast qu'on a fait avec mon collectif queer sur le Caire, si ça t'intéresse, plutôt sur Discord peut-être? Tu peux le partager ici, mais n'hésite pas à le partager aussi sur le Discord où il va rester plus longtemps. N'hésite pas à partager les deux, hein, vraiment. Mais oui, n'hésite pas, June. Avec plaisir. Bah, quand mon gamin a voulu un petit chariot de ménage, je lui ai acheté, il s'est éclaté avec. La vendeuse m'a dit, ah, tu as une fille aussi? Et j'ai dit non, c'est pour mon fils, ça te dérange? J'ai eu un blanc et elle a balbutié que non, pas du tout. Oui, en tutoiement, c'était en Espagne, tout le monde se tutoyait dans la vie quotidienne. Je me demande si c'est pas à cause de cette peur que l'enfant se sociabilise pas, qu'on a moins de mal à encourager les filles à faire des activités dites masculines plutôt que de faire de même avec les garçons pour des activités dites féminines. Si, complètement. Complètement, complètement. Si, Causeur, c'est le journal de Faf, tout à fait. Tout à fait. Et bonjour à toi. Mais oui, complètement. Complètement. Merci June d'avoir partagé ton podcast. N'hésitez pas à aller le voir du coup et puis partage-le dans le Discord aussi. Mais oui, 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 bien sûr, c'est parce qu'on a peur aussi de la sociabilisation ou de la non-sociabilisation d'un enfant. Oui. Donc, on est idéologue ou on ne l'est pas. On s'accommode de l'échec scolaire des garçons, mais l'idéologie prend parfois des tournants un peu dramatiques, car tandis qu'on se triture le cerveau pour remédier au déficit de jeunes filles chez les ingénieurs, on mentionne l'échec scolaire qui touche majoritairement les garçons sans trop s'émouvoir. Pourtant, seuls 57% d'entre eux obtiennent un baccalauréat contre 71% des filles. Un baccalauréat général, hein, je crois. C'est pas un baccalauréat tout court. Et ils ne sont que 37% à aller au bout de 2 années d'études après le baccalauréat, quand 50% des filles y parviennent. Alors, je ne sais pas d'où viennent ces chiffres et dans quelles études en question. Il faudra qu'on regarde ça, peut-être sur l'article qu'il commente. Déjà en 2014, Jean-Louis Auduc relevait que dès le collège, 75% des élèves dirigés vers les SECPA et 80% des élèves envoyés dans les classes relais étaient de sexe masculin. Il y a peut-être de quoi se poser des questions, effectivement. Et je pense qu'énormément de questions se sont posées par l'éducation nationale. Vraiment. Alors qu'en tant que prof, je vous assure qu'on s'occupe de tous les élèves en échec scolaire. Ah non, mais c'est une certitude. Après, il y a peut-être une question à se poser sur pourquoi est-ce que les garçons sont majoritairement en échec scolaire. Dites donc, est-ce qu'on ne les dirigerait pas directement vers des matières qui, des fois, leur font vraiment violence? Est-ce que, justement, à force de surévaluer toutes les matières qui ne sont pas féminines, avec plein de guillemets, genre les sciences, la chimie, les SVT, machin, un truc comme ça, la physique, tout ça, le sport. Est-ce que les garçons qui seraient naturellement bons en art, en littérature, en langue, etc., est-ce qu'on ne les dévalue pas tellement, on ne les force pas tellement à rentrer dans un cursus scientifique que du coup, ça les met dans un échec scolaire dingue parce qu'ils se sentent nuls à chier et que du coup, ils ne font même pas d'efforts dans les autres matières dans lesquelles ils seraient meilleurs parce que juste c'est pas des matières qui sont évaluées comme bonnes et c'est des matières où là pour le coup quand les filles sont bonnes en français on dit ah bah oui c'est bien mais c'est pas fabuleux mais c'est bien enfin voilà est-ce qu'il n'y a pas plutôt cette réflexion là qui pourrait venir à l'idée? Encore une fois on voit à quel point c'est des journaux qui sont centrés sur ce qu'ils veulent dire à la fin et pas du tout sur une étude éventuelle. Après, je sais pas, j'ai quand même l'impression qu'à un haut niveau, un mec est plus encouragé dans un sport, une activité dite féminine, qu'une femme qui a fait un sport, activité masculin. Ah non, mais le haut niveau, ce n'est pas pareil, encore une fois. Regarde à haut niveau avec plein de guillemets, regarde dans la cuisine, regarde dans énormément de trucs artistiques, regarde dans le théâtre, regarde dans la musique, enfin voilà, à haut niveau, c'est pas la même. Après, c'est causeur, hein, la source, c'est t'inquiète frérot. Oui, un petit peu. Tu veux faire du dessin? Bah, il y a le bac pro dessin industriel, mon gars. Bah oui, c'est ça. Puis alors c'est bien parce que les personnes trans chez Causeur, ça n'existe pas non plus. Ah oui, bah oui, non, mais enfin voilà, n'exagérons pas non plus.
À moins de postuler qu'en moyenne les garçons seraient moins intelligents que les filles, ces chiffres devraient nous alerter. Oui, une telle disparité dans la réussite scolaire selon les sexes suggère que les garçons peinent sensiblement à trouver leur place à l'école. Oui, est-ce que ça voudrait pas dire qu'il y a un problème de genrage du savoir? Causeur. Ah, il y a de quoi, semble-t-il, en faire une grande cause nationale comme les affectionne le ministère de l'Éducation. Or, on s'en accommode sans trop de peine, et il paraît qu'il est bien plus important de savoir si nos filles, qui sont déjà médecins, vont enfin se décider à être aussi ingénieurs en mécanique. Oui, c'est souvent ce qu'on pose comme question aux médecins. Hein. T'as une médecin femme, en règle générale, tu lui dis « Et alors, ce diplôme d'ingénieur en mécanique, c'est pour quand ?» En règle générale, c'est ça. Hein. C'est vraiment ça qui se passe. Des garçons peuvent végéter et souffrir, quitter l'école sans perspective, il n'y a pas de péril en la demeure. L'égalité femmes-hommes, comme on dit désormais, le phonie ne résistant pas plus à l'idéologie que le reste, c'est donc la promotion du triomphe des femmes et l'indifférence au malheur des hommes. C'est dur, tu sens que la personne est dans une violence réelle, hein. Enfin je pense que c'est vraiment une vraie inquiétude. Hein. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de rajouter quelque chose à tout ce qu'on a dit jusque-là ? À l'âge adulte, les choses ne s'arrangent guère pour ces messieurs, les violences faites aux femmes et la libération de la parole à l'invisibilisation. Enfin, font chaque semaine ou presque la une des journaux. On oublie volontiers en revanche que les hommes aussi subissent des violences et qu'elles sont sous-évaluées, puisque lorsqu'ils sont insultés, agressés ou violés, ils renoncent beaucoup plus souvent que les femmes à porter plainte. Ça c'est vrai, causeur. La masculinité toxique fait qu'un viol d'homme, ça n'existe pas puisque les hommes ne peuvent pas être violés puisqu'en permanence ils ont toujours envie. Donc causeur, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Eh bien on prend ses petits sabots, on prend sa petite bite et son couteau et tac, et on va, petite, pas forcément, hein, sa bite et son couteau tout simplement. Et tac, on va au créneau, on défend les hommes victimes de viol, on s'engage dans cette belle lutte féministe pour que enfin les agressions sexuelles soient prises comme quelque chose de réel. Et du coup, effectivement, en sous-évaluant ce qui arrive aux hommes lorsqu'ils sont violés, on sous-évalue globalement l'agression sexuelle en soi. C'est en réévaluant l'agression sexuelle comme une agression profondément violente, destructrice et terrible pour tous que du coup, on arrive à dire aussi hommes, femmes, peu importe le genre dont vous faites partie, non-binaire, etc., si vous avez subi une agression sexuelle, ce n'est pas normal, ce n'est pas ok parce que vous êtes de tel ou tel genre et que naturellement vous devriez en avoir toujours envie. L'agression sexuelle, quel que soit son genre, c'est un crime, il faut le prendre comme tel. On est bien d'accord, causeur. Et du coup, tac, allez vous battre là-dessus. Franchement, renforcer les rangs des féministes et monter au créneau quand on parle agression sexuelle, violence sexuelle, etc. et autres cultures du viol. Est-ce que ce serait pas à cause du patriarcat, ça causeur, que les hommes ne peuvent pas être violés? Mais oui. Ils soulèvent des points intéressants sur la masculinité toxique, mais ils te mettent ça dans un écrin de petits mots d'esprit de droite nul à chier. Ah bah oui, mais non, mais c'est causeur aussi. Hein. Le viol masculin est un des sous-plots de I May Destroy You de Michaela Cole. Je l'ai pas vu encore, mais il paraît qu'il est super bien. Il faut rappeler que la majorité des violences subies par les hommes sont très majoritairement faites par des hommes, pas très très honnêtes, causeur. Oui, tout à fait, tout à fait. Et c'est là aussi où il faut en parler. Enfin voilà. C'est marrant comme la question de viol, violence sur des hommes n'intéresse les fachos que quand ils ont besoin de court-circuiter les discours féministes. Bah oui, parce qu'on les voit pas se battre pour ça autrement. On les voit pas se battre pour revendiquer qu'un homme peut se faire violer, par exemple. La majeure partie des personnes qui lisent ça, des lecteurs de causeurs, vont dire « Bah oui, c'est vrai ça ». Mais à côté de ça, s'ils ont leur copain qui dit « Je me suis fait violer par ma femme », ils vont faire « Ah, t'es con Jean-Louis, alors t'as bien baisé, c'était bien ». Voilà, on est bien d'accord avec ça. Que la majeure partie des personnes là disent « Ah oui, c'est vrai, ça, les hommes violés, on n'en parle jamais », mais qu'à côté de ça, ils sont pas capables de reconnaître un viol conjugal de leur pote, je pense. Donc voilà. L'auteur a beaucoup de cartes en main pour identifier les problèmes, mais elle choisit de se torcher avec pour valider ses croyances. Bah oui. Mais c'est plutôt bon signe, parce que ça veut dire quand même que ces problèmes-là sont évidents. Et c'est évident pour tout le monde, maintenant, effectivement. Les hommes ont beaucoup de mal à porter plainte lorsqu'ils sont violés. C'est vrai. Du coup, ça veut dire quelque chose de profond sur le masculinisme, sur la masculinité toxique, sur la société patriarcale et la façon dont ça enferme tous les genres. C'est vrai. Mais du coup, bien évidemment, se rendre compte de ça, ce serait dire, bon, bah allez, on va se battre contre. Alors que se rendre compte de ça et dire ça, et ben du coup, ça permet de pas prendre position et de pas se battre contre qui que ce soit. C'est pas cool pour les Jean-Louis, pardon. Non, j'ai dit Jean-Mi. J'ai dit Jean-Louis. J'ai dit Jean-Mi. Je ne sais plus. Je suis désolée pour voilà. Tous les ans, la requête Journée de l'homme est la plus googlée le 8 mars. Oh bah tiens, au passage, c'est le 19 novembre. Bah, reconnaître que les viols des hommes sont horribles, c'est reconnaître que tous les viols sont horribles. Et donc, c'est
contre les discours... Non, ça irait dans les discours féministes, du coup. C'est de dire les viols sont horribles, voilà. Ça irait pas contre, justement, les discours féministes sur lesquels ils sont contre, quoi. T'as dit Jean-Louis, je fais le fact-check. Ok, merci. Désolé pour tous les Jean-Louis. Le coup du viol masculin, on dirait les antivax qui se découvrent un intérêt pour la lutte contre le HIV depuis 2 ans. Mais oui. On souligne régulièrement que les femmes sont plus sujettes aux troubles anxieux et à la dépression que les hommes. Mais on omet de remarquer que pour ces mêmes troubles, les hommes négligent souvent de consulter et de se soigner. Oui, parce que les maladies mentales, les maladies voilà, de ce type-là, non physiques, on va dire, ne sont pas du tout mis en avant et sont considérées comme très mineures parce que ce sont très souvent des maladies qu'on attribue aux femmes et qu'on dit « Oh oui, mais elle est hystérique, oh là là, les folles, vous savez, il y en a tellement. » Oui, oui, causeur, tu as tout en toi. Maintenant, il faut... Voilà, mais... On ne mentionne pas non plus qu'ils sont par ailleurs 3 fois plus nombreux que les femmes à souffrir de troubles envahissants du développement et 1 fois et demie plus sujets aux troubles psychotiques pourtant gravement invalidants. Et oui, et oui, et oui, parce qu'ils sont dans une société qui les réprime aussi énormément. Putain, un causeur est hyper féministe. Par ailleurs, nous savons tous, mais personne n'en parle, qu'ils sont 2 fois plus souvent victimes d'accidents du travail que les femmes et qu'ils se droguent 2 à 3 fois plus qu'elles. Bon, alors pareil, la source, je ne suis pas certaine. Après, ça n'étonne guère, puisque finalement, il y en a énormément qui font des métiers dans lesquels ils sont plus physiques, on va dire, le physique est plus mis en avant. Et en plus de ça, on sait aussi que énormément que les hommes ont enfin les hommes ça y est je me mets à parler en binaire en mode causeur mais bon vous voyez quoi sont moins aptes aussi à suivre des consignes de sécurité parce qu'ils se sentent très souvent au-dessus des consignes de sécurité, on l'a vu notamment pour l'utilisation des masques et du vaccin. Donc qu'est-ce que bon, c'est faux, archi faux. Qu'est-ce qui est faux? 3 fois plus nombreux que les femmes à souffrir de troubles envahissants du développement et 1 fois et demie plus sujets aux troubles psychotiques. Non mais c'est comme disait Violette, hein, la source c'est t'inquiète frère. Mais prenons cette source-là, disons que c'est ok cette source. Et ben je vois pas en quoi ça contrarie les discours féministes. Hein. Nous savons tous mais personne n'en parle, mais enfin oui. Bah aussi les femmes, ils sont pas embauchés. Bah oui. L'autisme est sous-diagnostiqué chez les femmes parce qu'elles le cachent mieux. Ah oui, non mais après quand on parle de ça, mensonge Louloubou, mensonge. Toutefois, les hommes consomment principalement pour le renforcement positif aux une revue québécoise, tandis que les femmes chercheraient à réduire le stress et la douleur. Elles portent déjà un fardeau. Donc les hommes consomment de la drogue pour le renforcement positif, alors que les femmes chercheraient à réduire le stress et la douleur. Mais c'est possible hein, après, hein, mais après la revue québécoise, je sais pas du tout ce que c'est, on va voir ça après, mais est-ce que ça va vraiment dans votre sens? Je suis pas sûre. À l'évidence, la vie des mâles est tellement jouissive, leurs épaules sont naturellement si légères que s'ils se shootent, ce ne peut être que pour nager encore un peu plus dans le bonheur. C'est là, vous voyez, bah là, je vais pas repartir dessus, mais on retrouve ce truc de, ben non, j'ai pas de privilège, je souffre. Oui, mais ça n'empêche pas. Peut-être que tu souffres même de ces privilèges que tu as. En fait, de la conséquence des conditions de ces privilèges. J'ai été diagnostiquée il y a quelques mois seulement, alors que j'ai vu des psys toute ma vie et j'ai 28 ans, putain, ouais, non, c'est clair. C'est fou. Je suis désolée pour toi d'ailleurs, c'est fou. C'est fou, c'est fou. Pour finir, les hommes représentent 96,5% de la population carcérale, 75% des personnes sans abri, 75% des suicides. Dira-t-on là aussi que c'est toutefois en vue d'un renforcement positif. Bon, il y aurait tellement de choses à dire, je pense qu'on pourrait faire un live là-dessus, vous savez quoi? Un live en entier là-dessus, sur ce truc-là, sur ces chiffres-là finalement. 96,5% de la population carcérale, qu'est-ce que ça dit? Sur la violence intrinsèque aux hommes, sur la façon dont on encourage les hommes à résoudre leurs problèmes, et aussi sur le fait qu'on les abandonne à la violence parce que c'est quelque chose de naturel chez un garçon. 75% des personnes sans abri, qu'est-ce que ça veut dire des SDF femmes? Est-ce que ça veut dire que juste elles se cachent plus? Est-ce que ça veut dire aussi que les femmes n'osent pas se jeter à corps perdu dans la rue et qu'elles préfèrent rester dans des situations violentes, rester dans des situations ultra dangereuses dans lesquelles des fois elles meurent dans ces situations-là parce qu'elles savent que dans la rue ce sera limite pire et qu'elles risquent encore plus la mort dans la rue. Voilà. 75% des suicides, alors ça honnêtement au niveau au niveau des chiffres, je ne sais pas d'où ils les tirent non plus, mais si c'est 75% des suicides, qu'est-ce que ça raconte sur les normes qu'on pousse les garçons et les hommes à atteindre, sur le fait qu'ils ne peuvent pas sortir de ces normes-là? Dans les suicides-là, combien de personnes dedans sont trans, sont gays? Enfin, il y a vraiment des vrais questionnements autour de ça, autour de la pression que la société patriarcale et les personnes donc causeurs
servent allègrement sur un plateau les idées, oui, qu'est-ce que ça engendre chez les petits garçons? Il y a une violence folle là-dedans. Et quand des personnes féministes arrivent et disent on va vous libérer de ça, le fait que Causeur et plein d'autres se rattachent à ces valeurs comme des pourris, qu'est-ce que ça cause qu'est-ce que ça cause sur un intellect, sur une personnalité, sur l'intériorité tout simplement de quelqu'un voilà, qui ne peut pas faire autrement, qui a l'impression d'être complètement en désaccord avec son propre genre, c'est terrible. Les femmes SDF se cachent plus que les hommes. Ouais. C'est les suicides réussis, les suicides d'hommes sont plus violents que les suicides de femmes, et donc ils réussissent plus, on se laisse la nuit. Merci Boctos pour cette précision. Oh là là, il est déjà 12h13, je vais devoir y aller, je suis désolée. Putain, on n'aura pas eu le temps de finir. Bon, écoutez, je pense qu'il faut vraiment... On n'a même pas le temps de finir l'article. Je pense qu'il faut vraiment qu'on fasse un live entier sur ça, sur cet article de Causeur qui est juste hyper révélateur de plein de trucs. Je pense qu'on fera des lives entiers là-dessus, sur un article ou deux, sur peut-être les articles autour du féminisme sur Causeur, parce que c'est intéressant de voir comment est-ce qu'ils attaquent, ceux qu'ils attaquent, et voilà, et comment ils le font. Écoutez, bon, le live va se terminer là parce que j'ai des choses à faire, je suis désolée, j'ai des contraintes horaires et du coup, je peux pas terminer là aujourd'hui, encore une fois. Mais je pense que le prochain, mardi prochain, on va faire du coup vraiment un live autour de ça et autour de ces articles-là de Causeur, de Valeurs Actuelles, autour du féminisme. Et on va essayer de voir ce qu'il en est et de voir ce que ça déclenche effectivement au niveau de la perception de ce fameux genre masculin qui est censé à la fois être oppressé selon eux. Donc du coup ils reconnaissent une espèce d'oppression, une forme d'oppression, mais qui serait causée par le féminisme, mais en même temps ils sont rattachés à des valeurs traditionnelles auxquelles les hommes sont censés se rattacher, etc. Bref, il y a tellement de dichotomies et de contradictions au sein de leur même discours que c'est très intéressant. Je pense qu'on va faire ça. Écoutez, merci beaucoup en tout cas d'avoir suivi ce petit live surprise du samedi. On se retrouve peut-être demain soir, peut-être pour une petite lecture si j'ai le temps effectivement de faire un live demain soir pour une lecture militante. Sinon, au pire, de toute façon, on se retrouve mardi soir. Merci beaucoup pour tout. Je vous souhaite une très 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 bonne journée. Et puis voilà, ma foi, très bonne journée à vous. À bientôt.